Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 24 décembre 2024. Il est presque 5 heures. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire une revue de marché très courte, parce que, comme je l'ai dit les fois précédentes, actuellement, Tonton publie à peu près 3 vidéos par jour, donc je vois pas trop ce que je pourrais ajouter comme grain de sel à ces analyses que je partage complètement. Je vais malgré tout essayer de vous donner quand même ma vision du marché, peut-être sous un angle différent. On va aussi parler un petit peu aujourd'hui de mindset et notamment à travers aussi une brève analyse des résultats des stratégies de copy trading dont je m'occupe dans le trône. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment, je me suis fait la réflexion que je n'avais pas regardé un peu des éléments macro et je suis allé faire un petit tour notamment. On va commencer par ça, par le dollar, parce que il s'en est passé des choses. Et c'est vrai que j'avais pris l'habitude, il y a déjà plusieurs mois, plusieurs semaines, de commencer par une analyse du dollar. Et donc j'ai gardé les marqueurs que j'avais indiqués, que j'avais commencé à tracer au début de l'année 2024. Donc ça commence à faire. Je ne sais pas si vous vous souvenez que je parlais un peu de cette séquence que je commençais à projeter en XAMD. Donc en gros, ici on était sur un reversal, une accumulation, une manipulation, et là sur une distribution. Et en l'occurrence, voilà ce qui s'est passé. Alors c'est assez intéressant parce que là on voit bien que le dollar, là je suis sur le contrat futur, il est venu s'affranchir là de cet order block, enfin, en tout cas de cet imbalance ici qui est en weekly, et que là on est, et c'est très clair, on le voit bien ici, cette FVG a muté en quelque sorte en mitigation block. On voit bien que à partir du moment où cette FVG a échoué à faire un rejet au niveau du prix, elle est devenue à présent un support. Ce qui pourrait, je ne dis pas que ça va être le cas, on va voir un peu comment tout ça va se développer, notamment d'ici la fin de l'année, mais on en est tout proche, ce qui pourrait nous amener quand même vers des plus hauts. Alors, c'est assez intéressant de voir qu'on a quand même une coordination d'une expansion du dollar qui, normalement, traditionnellement, est plutôt corrélée négativement avec les risques on. Et là, cette fois-ci, on a une corrélation qui est positive. On va regarder ça. Donc ça, c'est toujours intéressant à observer. Ce qu'on peut observer aussi également, et ça c'est pareil, ça fait un petit moment qu'on n'est pas allé faire un tour dessus, c'est au niveau de l'euro-dollar. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais indiqué pour moi une target potentielle là, suite à la résolution de cette compression. On a bien eu ici cette manipulation, le retest ici d'un FVG qui était en daily. Ici on voit bien qu'on avait pareil une inefficience qui est devenue, plutôt que de faire rejet, qui a généré une continuation, donc mitigation block également ici. Et la target que je vous avais indiqué il y a déjà ça un moment, c'était pour moi ce breaker block qui est un breaker block en daily, si je ne m'abuse, qu'on doit voir, voilà, qu'on voit ici. Ça reste d'actualité de mon point de vue. De mon point de vue, cette zone ici va probablement faire l'objet d'une consolidation. Et c'est quelque chose qu'on va probablement également observer sur le dollar. Donc, à voir. Évidemment, on va laisser l'année se terminer. Et j'aime bien ces moments-là parce que là, du coup, on peut commencer aussi à travailler sur des échelles un peu plus importantes, et notamment sur les échelles et trimestrielles. Pour l'instant, on n'en est pas là. Et trimestrielles et annuelles, évidemment. En échelle 12 mois. Donc, voilà, faut pas oublier ce que le dollar est en train de construire sur une échelle annuelle et ce qu'il est actuellement en train de venir retester, cette zone ici, qui est donc un order block annuel. Bon, on n'en est pas là, chaque chose en son temps. Là, je suis un petit peu en train de teaser le yearly review que je ferai probablement en début d'année. Alors maintenant, si on regarde un petit peu la coordination de cette dynamique sur le dollar, avec notamment la baisse des taux d'intérêt qui a été annoncée, même si elle a été annoncée moindre que celle auquel le marché s'attendait. Bon, le marché a quand même finalement plutôt bien réagi. Si je vais sur le Nasdaq, voilà le contexte dans lequel on se trouve. Donc là, je suis en weekly et regardez bien ici cette bougie, donc qui est une bougie baissière weekly. C'est celle de la semaine dernière. On va se tracer un petit fib. Je pense que vous voyez certainement où je veux en venir. Donc voilà la bougie de la semaine précédente. Maintenant, on va agrandir un petit peu. Voilà où on se trouve actuellement. Voilà le range de la semaine dernière et on est pile poil à l'équilibrium de ce range. Ce qu'on peut observer ici, donc, c'est un weekly range avec une compression, malgré ici cette bougie baissière qui a fait suite à l'annonce du FOMC, qui est quand même une bougie qui est pas anodine, c'est quand même ici 4%. Donc 4% sur une échelle de 4 heures, c'est quand même énorme. Et donc,
là actuellement, on est dans un contexte de weekly range, de compression, et on est pile poil à l'équilibrium de cette compression, de ce range. Alors ce qui est assez intéressant, et là bon, j'essaie pas de prédire l'avenir, mais j'essaie de m'instruire du passé, on va dire. Jusqu'à présent, si vous regardez bien, des contextes comme celui-ci, une compression weekly, jusqu'à présent, la résolution s'est toujours faite dans le sens de la dynamique LTF. Alors je vais essayer d'en retrouver une autre. Voilà, par exemple ici, compression, on voit bien que on a ici une bougie weekly, on a eu une compression qui aura duré 3 semaines. Dans quel sens cette compression s'est faite? Elle s'est faite dans le sens de la tendance LTF, HTF, pardon, High Time Frame, les hautes time frame. Je sais même pas comment traduire time frame. On va continuer, on va essayer de regarder un petit peu. Il n'y en a pas tant que ça en fait, si vous regardez bien, des compressions weekly. C'est-à-dire des zones où le prix reste contraint dans le range de la semaine précédente. Il n'y en a pas tant que ça. On en a une ici. Vous voyez, bougie weekly, compression, résolution dans le sens de la tendance. Bougie weekly, compression. Vous voyez que le prix est resté les 2 semaines, les 3 semaines qui ont suivi cette bougie weekly, résolution dans le sens de la tendance. Bon, puis après ça commence à nous amener loin, ça nous amène sur le mars 2020 l'événement du Covid. Mais bon, après aller vérifier, là c'est empirique, mais c'est en regardant un petit peu ce phénomène de compression, je me suis rendu compte que jusqu'à présent, en tout cas là sur les 4 dernières années, après il faudra peut-être analyser ça plus finement, mais à chaque fois qu'on a eu une compression weekly, elle s'est faite dans le sens de la tendance HTF. Ah bah tiens, voilà, là, j'ai enfin trouvé un contre-exemple ici. Ici, compression weekly qui aura duré 2 semaines, et là cette fois-ci, ça se fait dans le sens contraire. Mais bon, au final, c'est pour reprendre la tendance, la tendance de fond. Donc voilà, donc là actuellement, on est dans un contexte un peu de divergence légèrement baissière, si je me mets en 4 heures. Mais moi, là pour l'instant, ce que je vois, c'est une consolidation. Et une consolidation qui pourrait trouver peut-être sa résolution en 2025. C'est pas sûr qu'on ait une résolution de cette compression-là avant la fin de l'année. Alors ça, évidemment, on va regarder un peu ce que ça peut avoir comme incidence sur la dynamique sur le Bitcoin. Et on peut voir qu'on est dans quelque chose qui est quand même assez similaire, même si la volatilité du Bitcoin, c'est compliqué de la comparer à celle du Nasdaq, mais que là, on est également, pour l'instant, dans une compression weekly. C'est-à-dire que le prix reste contraint dans le range matérialisé par l'action du prix de la semaine dernière. Alors, en échelle weekly, on aurait quand même du mal à voir autre chose, là, qu'une dynamique haussière. Maintenant, si je prends un peu de recul, si je vais en monthly, alors évidemment, on a moins d'historique que sur le Nasdaq ou le dollar, mais ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, et c'est compliqué de faire des statistiques sur 3 occurrences, mais en l'occurrence, voilà ce qui se passe, on en a 3. On en a une, celle-là, on va pas vraiment la compter, mais on en a une ici. Donc on a ici ce qu'on appelle une busy, donc un alignement d'inefficience haussière. On en a une ici, et on en a une ici également. Et ce qu'on peut constater, c'est que en échelle monthly, ces inefficiences sont retestées sans que ça vienne, pour l'instant, invalider la dynamique haussière en monthly de Bitcoin. Donc, qu'ici, suite à cet influx haussier, on observe une consolidation, c'est ce que fait Bitcoin, en l'occurrence, ce qu'il a toujours fait jusqu'à présent, même si on n'a pas beaucoup d'occurrences pour en faire des statistiques, on peut observer qu'à chaque fois, il a fait ça. C'est-à-dire un influx, une consolidation, et que cette consolidation, par le passé, je dis pas que c'est ce qui va arriver, mais par le passé, elle s'est toujours réglée par un retest d'une partie de l'inefficience laissée derrière lui, pour ensuite aller vers des plus hauts. Alors l'option plus haut, là pour moi, c'est plutôt la saisonnalité qui me fait penser à ça. Ce qui me fait, pour l'instant, et en l'état de l'action du prix, privilégier une dynamique haussière, c'est celle-là. Mais tout ça pour dire que un retest de ces zones, ici, qui pourrait même aller jusqu'à un retest, pourquoi pas, ce qu'on appelle le fameux wake-off check, c'est-à-dire un retest des plus hauts de la surface de consolidation qui a été matérialisée entre mars 2024 et octobre, ne viendrait pas invalider la dynamique haussière de Bitcoin. Évidemment, il y aurait au passage quand même quelque chose qui serait peut-être pas très agréable à ressentir, qui pourrait être de l'ordre du moins 20 à moins 25%. Au passage, alors ça peut être moins, j'ai aucune raison de penser en l'état actuel que ça pourrait être plus, mais je pense qu'il va pas falloir paniquer si Bitcoin vient revisiter ses zones de prix.
Et c'est là ici que le marché vient tester ses intervenants, et notamment, vous avez certainement entendu parler du concept de Diamond Hands et de Weak Hands. Donc il y a ceux qui ont soit un peu d'expérience, soit suffisamment d'inconscience et de méconnaissance du marché pour se dire je hold mes positions, alors que je me prends sur mon... même en admettant quelqu'un et commencer à acheter au 100K, bah, de se dire moi, pas vendu, pas perdu, je suis là, j'ai acheté ici, on se prend à moins 30%, je garde mes positions. Il y a aussi ceux qui ont moins d'expérience et qui, à la moindre petite baisse, vont revendre. Et en général, c'est quand même un petit peu l'objectif de cette action du prix, hein, sans parler de manipulation, quoique, mais c'est aussi de faire céder les mains faibles et ceux qui ont moins d'expérience pour les forcer à revendre dans des zones où certains vont venir acheter, pour ensuite forcer ceux qui ont revendu dans cette zone-là à aller racheter plus haut, ce qui va servir de carburant à ceux qui vont venir prendre leur profit. Donc ça, c'est malheureusement une dynamique classique qui fait que y a beaucoup plus de perdants évidemment que de gagnants sur les marchés des riscons, encore plus sur le marché des crypto-monnaies. Bon, mais je reviendrai là-dessus de toute façon. Pour l'instant, on va déjà laisser la semaine, le mois et le trimestre et probablement l'année. Je suis pas sûr que j'aurai le temps de refaire un autre market review d'ici la fin de l'année, mais on essaiera de regarder un petit peu ça. En tout cas, ce qui est évident, c'est que tous ceux qui sont positionnés sur des niveaux d'accumulation, alors évidemment il y a celui-ci, hein, entre les 15K et les 35K, mais il y a également cette surface d'accumulation qui correspond au retest de l'ancien ATH. A priori, ne devrait pas avoir à s'inquiéter pour l'instant. Ils ne devraient autant moins avoir à s'inquiéter que, évidemment, ils ont pris des profits sur cette montée. J'espère que c'est votre cas. Si c'est pas votre cas, il faut quand même sérieusement y réfléchir et vous poser la question de qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas toujours pas pris de profit alors qu'on est quand même arrivé sur presque 110 000 $ le Bitcoin. Alors je vais pas m'attarder sur les alts, notamment parce que Tonton fait un brief tous les jours, il en fait même plusieurs, et où il aborde justement cette question des altcoins. Donc je vous renvoie sur ces vidéos parce que je pourrais pas évidemment être aussi exhaustif et précis qu'il ne l'est sur un market review. Mais bon, en gros, on va retrouver un peu cette dynamique, mais on va également, cette fois-ci, je vais bifurquer sur la question justement du copy trading, parce que le copy trading, dans nos stratégies, il y a évidemment beaucoup d'alt, et il y a aussi une question de mindset qu'il va falloir un petit peu aborder à travers cette question de la dynamique des altcoins. Alors pour ça, je vais reprendre, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les consulter, moi je vous invite à le faire parce que c'est intéressant, et puis j'avoue que ça m'a pris quand même beaucoup de temps pour le faire, donc c'est la publication un petit état des lieux, un peu des résultats, des performances des différentes stratégies. Alors on a les stratégies SPT, dont la vocation, je le rappelle, est d'être positionné le plus possible sur le marché, avec la contrainte évidemment de ne pas que ce positionnement ne génère pas de perte de gros drawdown, et également de pouvoir profiter d'un flux qui sont quand même assez spécifiques aux altcoins du fait notamment de leur plus faible liquidité que Bitcoin par exemple, et de pouvoir être présent au moment où se produisent des accidents, qu'ils soient positifs ou négatifs, donc ce qu'on appelle les squeezes. Alors ce qu'on peut voir sur ces stratégies, c'est que, et ça il faut quand même le noter, c'est que c'est une stratégie qui a engagé des centaines et des centaines de positions, et qui malgré cela se retrouve globalement sur une performance qui est positive de très peu, mais qui est malgré tout positive. Donc, en ce qui me concerne, pour l'instant, l'objectif de cette stratégie, il est accompli, c'est-à-dire d'être positionné pour augmenter les probabilités de profiter de ce type d'accident. Alors, il y en a eu quelques-uns malgré tout, hein. Globalement, ceux qui sont en gain sur ces stratégies, parce qu'il y en a plusieurs, le sont très légèrement, et ceux qui sont en perte sur ces stratégies également le sont très légèrement aussi. Ce qui fait que, en ce qui nous concerne, ces stratégies d'attente, pour l'instant, elles se trouvent être judicieuses, et c'est probablement ce qui permettra de profiter du genre d'accident que les bots SPT sont censés capturer. Alors on verra bien. De toute façon, pour l'instant, c'est évidemment trop tôt pour dresser un bilan exhaustif. Ce sont des stratégies qui ont été lancées fin août. Donc il va falloir attendre encore quelques mois, mais certainement quelques optimisations. Notamment, là, on est rentré dans une troisième phase d'optimisation. Et de manière empirique, ça je peux déjà vous le dire, que on peut déjà observer quelques améliorations du comportement de ce bot. Là, avec les quelques petites optimisations que je viens
d'apporter. Il y en a d'autres qui vont arriver. Je reviens pas trop sur les stratégies NIM, parce que pareil, Tonton en parle à peu près dans tous les briefs. Il a raison de le faire parce que c'est une stratégie qui est juste incroyable, alors qui demande un peu plus de capital, mais par contre, les résultats, ils sont juste excellents. Et on est bien ici sur des profits réalisés. Je vais revenir là-dessus. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des profits réalisés. Et la stratégie Games of Thrones, donc là, qui est une stratégie discrétionnaire, et je publie les résultats tous les jours. Là, ils ont été mis à jour aujourd'hui. On voit que pour l'instant, on est sur 44 positions engagées, on en a 29 qui ont été gagnantes, on a eu 15 pertes. On a un win rate pour l'instant qui est autour de 66%. Le mois de décembre aura pour l'instant enregistré un gain de 3,76 R. Après, ça dépend évidemment à quel moment vous êtes rentré dans cette stratégie, si vous êtes dessus. Et depuis le début de la création de cette stratégie, on est sur 5,83 R de gagné, et avec un APY, c'est-à-dire c'est une projection des gains annuels, si la stratégie continue sur cette lancée, de 42,87%. Alors je me suis un petit peu frité il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui en gros m'a dit de façon très, mesurée, t'es un gros nul, parce que sur cette période-là, TRX, il a fait plus 75%. Alors je vais revenir un peu sur ces questions-là, parce qu'on a eu quand même plusieurs remarques, notamment également sur les bots SPT, avec la volatilité actuelle, elles sont nulles, vos stratégies, il y a des assets qui font plus 50%, et pendant ce temps-là, vous faites 1%, 2%. Mais en fait, alors, il faut quand même comparer ce qui est comparable. Si on prend TRX, alors effectivement, si je vais en daily, si je me place, allez, je suis sympa, je me mets là, et je me mets là. Alors oui, effectivement, il a fait 142%. Mais alors, il faudra quand même que vous me présentiez le gars qui est rentré ici, qui a investi son argent là, sur ce point, et qui, arrivé ici, à 0,45, s'est dit, tiens, je vends. Franchement, présentez-le-moi. On ne peut pas comparer les performances sur le spot d'un asset avec des performances réalisées d'une stratégie dont le but est justement de ne pas être dépendante des conditions du marché. C'est-à-dire que ce que vous pouvez observer sur les stratégies SPT, sur les stratégies LIM et Games of Thrones, elles sont complètement indépendantes des conditions du marché. J'ai même envie de dire que Games of Thrones, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais annoncé que je la mettais en pause, je l'ai mise en pause pendant quelques jours, parce que il y avait trop de volatilité. Et que cette volatilité, c'était plutôt une contrainte en fait pour mon trading, parce que on gère le risque évidemment, on gère les pertes. 1% de stop loss dans un contexte comme celui-ci, c'est complètement ingérable. Donc le but d'une stratégie d'un bot, c'est pas forcément de surperformer le marché, c'est de dégager des profits de ce que le marché réalise. Parce que là, moi, ok, je veux très bien entendre que ici TRX, il a fait 140%. Mais qu'est-ce que vous avez dégagé comme profit de ça? À quel moment vous avez vendu? À quel moment vous avez acheté? Et ça, je peux prendre n'importe quel asset. Et à un moment donné, il faut quand même bien, que vous soyez sur le spot ou sur les marchés dérivés d'ailleurs, prendre la décision d'acheter et prendre la décision de vendre. Le but d'une stratégie intraday, c'est de prendre tous les jours cette décision, voire même plusieurs fois par jour, de prendre la décision d'acheter et de revendre et de dégager des bénéfices. Ou de spéculer à la baisse, de passer vendeur sur les marchés dérivés, et ensuite de racheter sa position plus bas afin d'en dégager des bénéfices. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Et si on doit comparer les performances d'une stratégie avec ce que le marché a réalisé, on va aller par exemple sur Rune. Voilà ici la dynamique daily qu'on a sur Rune, et on voit que depuis le 8 décembre, Rune a réalisé une jambe baissière de 40%. Donc sur un altcoin, c'est pas incroyable en fait. C'est vraiment pas incroyable. Et sur cette même période, les bots SPT ont été engagés tous les jours, plusieurs fois par jour, et n'ont généré aucun drawdown. Donc il faut quand même aussi bien réfléchir à ça. C'est-à-dire que là, on a à peu près, sur chaque bot SPT, on a dû avoir à peu près une cinquantaine de positions qui ont été engagées, alors qui n'ont pas forcément généré de gros gains, mais qui en tout cas ont réalisé leur objectif d'être positionnés sur le marché afin de capturer ces fameux événements exceptionnels que pour l'instant, soit on n'a pas eu, soit la synchronicité du bot SPT fait que ces jambes haussières ou baissières n'ont pas été capturées. Mais en tout cas, si vous observez l'equity des bots SPT, ça n'a pas généré de perte. Alors je pourrais même aller plus loin, parce qu'en fait, une stratégie intraday qui aurait besoin de conditions de marché telles qu'un bull run pour être efficiente, ça veut dire que vous avez une stratégie qui va fonctionner à peu près quelques mois sur des cycles de 4 ans.
Et c'est pas ça le but d'une stratégie. Le but d'une stratégie, qu'elle soit algorithmique ou discrétionnaire, c'est de dégager des profits réguliers, quelles que soient les conditions de marché. Des profits réguliers qui puissent, au final, se traduire par une courbe d'équité qui soit haussière sur la durée. Alors ça, évidemment, ça implique beaucoup de choses. Ça implique un modèle de trading, un ou plusieurs modèles de trading, ce qui est le cas par exemple sur Games of Thrones. Donc là, c'est une stratégie moi, que je réplique en partant du plus petit capital autorisé, c'est-à-dire c'est $500, et avec un risque, avec un R égale $5, c'est-à-dire avec un risque de 1% par position. Et vous voyez que par exemple, à partir du moment où la stratégie est rentrée en drawdown par rapport à son ATH, eh ben, on applique ce qu'on appelle un drawdown management. Drawdown management, c'est-à-dire quoi? On a le pic de la stratégie qui doit être ici au 20 novembre, sur cette ligne. À partir du moment où on rentre sur un drawdown par rapport à l'ATH de cette équité, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer la taille de position. Et en l'occurrence, vous voyez que malgré ici une série perdante, là ce sont les conditions de marché dont je vous ai parlé tout à l'heure, où il y avait trop de volatilité, où concrètement j'aurais pas dû trader ici, mais je l'ai fait malgré tout. Et ben, vous voyez qu'on n'a quasiment pas creusé, on est resté quand même dans pour l'instant, une courbe qui conserve une allure qui est haussière. Et que le but du jeu, c'est de diminuer les tailles de position, de pas justement chercher à se refaire, ça c'est important. Quand vous tradez, il faut jamais chercher à vous refaire. La seule chose que vous devez rechercher, c'est d'appliquer un modèle de trading dont vous connaissez les résultats, dont vous connaissez les statistiques, et vous l'appliquez. Et en l'occurrence, moi, mon drawdown management m'impose de réduire mes tailles de position jusqu'à ce que j'ai recouvert la moitié du drawdown. Donc on a ici l'ATH, on a le plus bas du drawdown ici qui était la stratégie a dû descendre à 4,36%, on le voit ici. Et vous voyez que depuis, on est sur une logique de recouverte de l'ATH. Et qu'à présent, on est cette stratégie, elle est à 6,5% de PNL. J'insiste, PNL, c'est-à-dire que ce sont des profits réalisés, ce ne sont pas des profits théoriques. Et qu'au final, en continuant sur cette lancée, les projections nous indiquent un APY de 43%. Alors ça sera peut-être un peu plus, ça sera peut-être un peu moins. L'objectif annoncé était de 2 à 3%. Pour l'instant, on est à 3,76 R, donc on est tout à fait dans les clous de ces objectifs qui ont été annoncés. Alors je sais bien que pour ceux qui ont un peu moins d'expérience, c'est peut-être plus compliqué à comprendre de comment ça se fait que on a un marché qui réalise des dizaines, voire des centaines de pourcents, mais c'est le marché qui réalise ses profits, c'est pas vous, en fait. Alors, enfin, j'espère que ça sera votre cas au final, mais en tout cas, c'est pas vous qui réalisez ces profits, c'est le marché. Vous, ce que vous réalisez comme profit, c'est ce que vous revendez après avoir acheté. Donc, il faut vraiment comparer ce qui est comparable. Et enfin, je vais terminer par la stratégie EQ, donc stratégie d'accumulation. On a eu des bons points d'entrée. Pour l'instant, les positionnements étaient, de mon point de vue, satisfaisants. Après, on en revient toujours à ce fameux concept de weekends et diamond hands, hein. C'est-à-dire que, alors surtout sur le marché des altcoins, on est sur sur une volatilité qui n'est pas comparable évidemment avec d'autres catégories d'assets, hein. Donc, qu'un asset puisse, tout en restant dans une dynamique haussière, à un moment de sa vie d'asset, nous faire une jambe baissière comme ici sur de moins 40%, bah oui, je suis désolé, c'est intrinsèque aux altcoins. Donc si vous avez décidé de vous frotter à ces marchés-là, il faut aussi vous préparer à ce genre de dynamique, qui peut même aller au-delà, mais faut pas oublier que on parle, je sais que pour ceux qui suivent les briefs de Tonton, on parle du first stop, on est en plein dedans en fait, hein. On est en plein dedans. Si je me positionne ici, même probablement un petit peu au-delà, voilà, on est en train ici de retester cette zone-là entre le first stop et d'ailleurs la fameuse reload zone là, ici sur les 0,618. Donc ça, c'est vraiment une dynamique traditionnelle que vous allez pouvoir observer sur la plupart des altcoins. Et pour l'instant, alors on va regarder un petit peu les résultats tels qu'ils sont publiés. Alors, vous avez ici donc les bots, hein, AQ, AI, Depin, Layer One, etc. Le statut, ils sont tous engagés à 100%. 100% du capital que vous avez alloué à ces stratégies a été investi par des petites salves de 5% sur des retracements baissiers, qui a permis malgré tout d'obtenir de bons prix moyens d'achat. Et vous avez ici la légende. Alors, ce sont des ranges, hein, c'est-à-dire que les carrés jaunes, ça veut dire que le prix, là, ces stratégies sont en drawdown entre 0 et 15%. Et tout ce qui est carré orange, c'est autour de moins 15%. Et ça peut aller jusqu'à moins 25% pour les ronds orange. Donc on reste, pour l'instant en tout cas,
Je dis pas, ça va peut-être être plus à un moment donné de la vie de ces bots, hein, mais on reste au-dessus du first stop de ces stratégies. C'est-à-dire au-dessus, très largement au-dessus, du retracement des 40% qu'on peut observer sur certaines altes. Ce qui indique bien que le positionnement de ces stratégies, il n'est pas du tout ridicule. Et que, on va voir un peu maintenant ce que la saisonnalité va nous donner, hein. Et on a malgré tout, à l'intérieur de ça, des assets qui sont encore en positif, comme SUI par exemple, et AAV. Et d'autres qui sont à quelques pourcents, voire même pour certains, à quelques poussières de pourcents en négatif, mais on n'est pas loin de reconquérir des territoires positifs pour certains assets. Donc maintenant, ce que j'ai indiqué ici, le petit diamant, maintenant il s'agit de tenir les positions, voire même de ne pas s'occuper de ces stratégies en fait, hein. L'objectif, en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, parce que je suis pas seul à m'en occuper, ce sera pour 2025. Mais il ne faut pas exclure qu'on puisse observer, notamment si Bitcoin se décide à aller revisiter ces zones-là, il ne faudra pas, à mon avis, s'inquiéter outre mesure qu'on observe des drawdowns qui puissent être plus importants. Alors j'ai construit des indices, vous pouvez le faire tout vous-même, hein, en fait, hein. Vous prenez les assets qui constituent chacun des bots ici, EQ par exemple. Vous avez Tao, vous avez FET et vous avez NIR. Et puis après vous avez la pondération. Ça c'est très simple à faire, hein. Vous pouvez même, si vous avez envie, si vous investissez dans 10, 20 crypto-monnaies, vous construire comme ça, dans TradingView, un indice où vous avez juste à mettre la pondération de l'asset multiplié par l'asset, et puis vous ajoutez comme ça tous les assets sur lesquels vous êtes engagé. Et ça vous permet de construire un indice. Donc ça c'est EQ, celui-là c'est AR. Alors AR c'est le bot, c'est le DePIN. Et avec par exemple le bot DePIN, il est entre moins 15 et moins 25% de drawdown, alors que ici concrètement par rapport à l'ATH de ce bot, il est à quasiment moins 50%. Ce qui indique bien que les positionnements qui ont été effectués dans cette zone ont été pour l'instant plutôt efficients. Donc le propre d'une stratégie d'accumulation, c'est d'accumuler, et puis ensuite d'attendre que le marché délivre ce qu'il a à délivrer. Il y en a qui m'ont posé la question, mais il n'y a pas de stop loss de prévu sur ces stratégies-là, parce qu'évidemment, nous, on ne peut pas connaître, on ne peut pas décider pour vous ce que représente ce que vous avez investi dans ces stratégies, évidemment, et sachant que c'est du spot, ça coûte rien de les tenir, ces stratégies. C'est pas comme série future où là on paye un funding, là il n'y a aucun funding à payer. Et après, évidemment, chacun aura sa propre tolérance au risque et à ce qu'il est capable ou avec quoi il est ok de perdre en fait, hein. Là, l'objectif c'est simplement de tenir les positions et de réaliser des profits au moment où on verra qu'il est temps de les réaliser. L'objectif c'est pas de prédire le marché, l'objectif c'est de réagir à ce que le marché va nous donner. Mais vraiment, cette question du mindset, elle est importante. Il faut quand même bien réfléchir pour ceux qui se sont positionnés dans des endroits qui sont quand même, j'espère pour vous, intéressants, à ce que vous avez réalisé comme profit et ce que vous n'avez pas réalisé. C'est-à-dire que si vous avez investi 1000 dans cette zone, admettons, allez, on va être sympa, par ici, et qu'à présent, vous vous retrouvez avec quasiment 2000, et si à cet endroit-là, vous n'avez toujours pas réalisé de profit, alors déjà, la première question, c'est à quoi est-ce que vous vous attendez ? Est-ce que vous avez vraiment un objectif, un plan précis de prise de profit ? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est qu'est-ce qui se passe pour vous si le prix, à un moment donné, décide de nous faire un moins 50, moins 60%, ce qui n'est pas exclu. Et ensuite, il y a quand même un biais psychologique auquel beaucoup sont confrontés, qui est de refuser de prendre des pertes. Et puis au final, d'être contraint de les prendre, ces pertes, parce que ça devient des vraies pertes, hein. Si vous avez investi 1000 ici, que là vous n'avez pas pris de profit et qu'au final Bitcoin il vient descendre sous votre point d'achat, à un moment donné il va y avoir une souffrance pour vous qui va vous contraindre à revendre. Donc ici vous allez vous retrouver à devoir vendre avec des pertes réelles. Et si le prix se met finalement à aller plus haut, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez attendre que le prix revienne à un niveau plus bas. Et il est possible que le prix ne fasse pas ça, il aille vers du plus haut et qu'ensuite vous refusiez d'acheter parce que vous êtes à un prix plus élevé que celui que vous aviez au départ. Et au final, vous allez retrouver avec une dynamique qui va se faire dans l'autre sens, c'est qu'à un moment donné, le prix va tellement partir que vous allez vous dire « Oh, c'est pas possible, je peux pas les laisser partir sans moi, j'achète ici. » Et peut-être que vous allez acheter ici, peut-être que vous allez acheter ici. Et au final, vous pourriez vous retrouver à nouveau en perte ou avec des gains beaucoup moindres que si vous aviez simplement tenu vos positions. Mais c'est d'autant plus facile de tenir vos positions que vous avez déjà réalisé des profits. Ça, c'est vraiment important. Donc je sais bien que c'est toujours un peu difficile à comprendre que de se retrouver dans un marché qui a réalisé parfois des centaines, des milliers de pourcents de bénéfices et
de nous, traders ou investisseurs, de finalement se retrouver avec quelques dizaines, au mieux quelques centaines de pourcents de bénéfices, ce qui est énorme en fait. Mais ce sont des profits réalisés. C'est vraiment important et il faut vraiment bien comprendre ça. Donc, le petit message là que je vais vous donner en même temps que mes vœux de fin d'année pour ces fêtes, c'est réaliser des profits. Réalisez-les, vraiment. Et à partir du moment où vous avez réalisé des profits, vous pourrez peut-être réaliser vos rêves. C'est ce que je vous souhaite. Très bonne fête de fin d'année et à très vite.